Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Ministres et militaires y travaillent en secret depuis très longtemps. Le Royaume-Uni se prépare à une attaque directe de la Russie. Les autorités britanniques viennent de mettre à jour des plans d'urgence vieux de plus de 30 ans pour être sur le pied de guerre face aux menaces du Kremlin, stockage des ressources, bunker pour protéger les membres de la famille royale et un plan très précis des sites sensibles qui pourraient être visés sur le territoire britannique, que ce soit en jaune des réacteurs nucléaires, que ce soit des plateformes gazières ou encore des installations militaires. Et ils ne sont pas les seuls à se préparer à la guerre. Homme, arme, Donald Trump fait exploser le budget défense face à ce qu'il considère comme la principale menace, la menace venant de Chine. Regardez ce chiffre, 1000 milliards de dollars, en hausse de 13% sur seulement un an. C'est du jamais vu. Une course à l'armement à laquelle aucune puissance n'échappe et qui montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère où le monde prend conscience qu'une guerre peut intervenir à tout moment. Et nous, Français, sommes-nous prêts? L'armée veut monter en puissance et recruter 5000 réservistes en 5 ans. Faisons-nous les bons choix stratégiques, les bons choix budgétaires? Nous poserons la question au général Trinquant. Chiffres à l'appui, course à l'armement, un pas vers la guerre, c'est la question du grand dossier. On commence par écouter l'avertissement du Premier ministre britannique. Au cours des derniers mois, le monde a semblé plus instable qu'il ne l'avait été depuis longtemps. La défense et la sécurité sont désormais au cœur des préoccupations de la population à travers tout le pays, ce qui signifie que votre travail est plus important que jamais. Les pays européens, y compris le Royaume-Uni, doivent faire davantage en matière de défense et de sécurité. Allons plus loin dans ce grand dossier avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques aux éditions Robert Laffont. Grégory Phillips, bonsoir. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef international pour LCI. Et Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie et également aux États-Unis ? Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ben c'est parfait. Chine. Et en Chine, voilà, mais quel CV impressionnant, évidemment important pour tous les sujets que nous allons aborder ce soir. Je vous le disais, dans le plus grand secret, le Royaume-Uni se prépare donc à une attaque militaire directe de la Russie. Les autorités britanniques viennent de mettre à jour des plans d'urgence vieux de plus de 30 ans pour être sur le pied de guerre. Partons tout de suite à Londres, retrouver notre correspondante Élise Stern. Bonsoir Élise. Face aux menaces du Kremlin, le chef du gouvernement britannique a donc décidé de réagir. Preuve que la menace russe est prise au sérieux, le Premier ministre britannique Keir Starmer a demandé de refaire les plans de guerre. Ce sont des documents stratégiques qui définissent quelle sera la réponse du pays en cas notamment d'attaque directe de la Russie. Ces plans n'avaient pas été refaits depuis 2005. Le Premier ministre a demandé qu'ils incluent désormais de potentielles menaces de cyberattaques, d'attaques nucléaires ou encore d'attaques sur les infrastructures britanniques. Autre enjeu de ces plans, la protection de la famille royale et du gouvernement dans des bunkers ou hors de Londres. Le but est en tout cas de s'assurer qu'il y ait un gouvernement qui fonctionne même en temps de guerre. Les Britanniques sont inquiets. 2/3 d'entre eux l'ont admis dans un sondage Ipsos récemment depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce chiffre reste haut et il semblerait que la présidence de Donald Trump n'ait pas rassuré les Britanniques. Merci beaucoup Élise Stern avec Loïsa Larvor depuis Londres. Je vous le disais, les ministres britanniques inquiets craignent que leur pays ne soit surpassé en puissance de feu par la Russie et ses alliés sur un champ de bataille. Un scénario dans lequel un État hostile lancerait simultanément des missiles et des cyberattaques sur des infrastructures nationales a déjà été modélisé.
Jordan Olivier, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Racontez-nous en détail ce plan. Oui, c'est un plan qui s'inspire du War Book, littéralement, le livre de la guerre, un dossier secret qui date donc de la guerre froide. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas très récent, mais il contient des instructions sur la manière dont la Grande-Bretagne doit réagir en cas d'attaque. Et des hauts dignitaires ont décidé justement de mettre à jour ce plan. Le cabinet Office, le département en charge d'assurer le bon fonctionnement du gouvernement, craint en fait, vous l'avez dit, une double offensive russe, notamment une attaque de missiles, mais également des cyberattaques sur des infrastructures nationales. Plusieurs zones sensibles ont été identifiées, les terminaux gaziers, mais aussi 5 centrales nucléaires actives dans le pays. Et selon un rapport publié au début de l'année, au mois de janvier, cela pourrait notamment entraîner, je cite, des pertes civiles. Évidemment, ça inquiète les habitants du Royaume-Uni. Autre conséquence, de graves dommages économiques et des services essentiels largement perturbés. Les responsables de la défense ont également appelé la Grande-Bretagne à développer son propre dôme de fer, comme c'est le cas en Israël, afin de se protéger des attaques de missiles. Une prise de conscience semble s'être opérée, en tout cas, de l'autre côté de la Manche. Alors Jordan, concrètement, que contient ce plan d'action sur lequel travaille le gouvernement britannique ? Alors déjà, il prévoit un plan d'évacuation. Ça, c'est la première chose, plan d'évacuation qui pourrait s'inspirer de ce fameux War Book. Donc, la famille royale et le Premier ministre devraient trouver refuge dans un bunker, soit à Londres, soit en périphérie de la capitale anglaise. De là-bas, Keir Starmer pourrait continuer donc à diriger le gouvernement. Selon ce même plan, la Grande-Bretagne serait divisée en 12 zones. Chaque zone divisée serait dirigée soit par un ministre, soit par un haut gradé. Et pour communiquer justement les informations à la population, eh bien, la BBC serait en charge de diffuser des messages de prévention, comme la manière dont il faudrait se comporter en cas d'attaque de missiles. Pour rappel, Keir Starmer a annoncé que le Royaume-Uni dépenserait 2,5% de son PIB pour la défense à partir de 2027. La question maintenant, c'est de savoir de quelle manière cet argent sera-t-il investi. Merci beaucoup Jordan pour toutes ces précisions. Un développement d'un dôme de fer, un plan d'évacuation. Général Trinquant, on en est là ce soir ? Alors, je pense qu'il faut rappeler d'abord la spécificité britannique. Moi, j'étais à Londres il n'y a pas très longtemps et ce qui m'a frappé, c'est le soutien à 100% des Britanniques pour l'Ukraine. Et donc, ils sont dans la guerre. Je veux dire, ils y sont. Le deuxième point de spécificité, c'est que le Royaume-Uni est un peu un porte-avions au large du continent européen. Avec des bases américaines extrêmement importantes, dans lesquelles il y a des avions stratégiques qui sont positionnés. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, la particularité bien sûr, c'est que ne faisant pas partie de l'Union européenne depuis le Brexit, ils développent des plans à eux, se raccrochant de plus en plus à l'Union européenne, mais quand même des plans à eux. Donc ces trois spécificités font que aujourd'hui le Premier ministre n'a pas de mal à vouloir démontrer qu'il se prépare à la guerre. Parce que la population britannique est derrière lui pour toutes ces raisons-là. Ce qui pose des questions un peu différentes, en France ou ailleurs, où le soutien est plus mitigé, où il y a des choses qui sont toujours en discussion. Donc, on en est là, oui, si tu veux la paix, prépare la guerre, devise de l'école de guerre en France. Il faut absolument se préparer pour être dissuasif et pour ne pas craindre, justement, ce type d'attaque. Grégory Phillips. Écoutez... tout ça est assez effrayant, en vérité. Que le monde soit plus dangereux aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 3 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment. On est dans un monde complexe, avec des dirigeants volatiles, que ce soit aux États-Unis, par exemple, avec une gestion des situations internationales compliquées à lire et à décrire. Donc oui, nous vivons dans un monde plus dangereux aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est une certitude. Maintenant que Moscou, dans les prochains mois ou prochaines années, bombarde Londres, je pense honnêtement qu'on n'en est pas là du tout. Mais Londres s'y prépare. Pour les raisons que le général vient de développer. J'ajouterais une quatrième particularité, c'est que le Royaume-Uni est une puissance nucléaire, ce qui évidemment lui donne aussi un rôle très particulier dans ce monde compliqué aujourd'hui. Que Londres, évidemment, c'est pas le seul pays à s'y préparer. Je pense qu'un peu plus tard, on va parler des pays baltes. On verra comment d'autres pays plus proches de la Russie se préparent à de telles éventualités. Mais oui, il y a des plans parce qu'il faut se préparer, comme vient le dire le général. Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Parole à l'ex-ambassadeur de France au Royaume-Uni. Est-ce que vous avez été surprise par ce plan secret qui ressort des plans de guerre vieux depuis plus de 30 ans? Alors, quand j'étais ambassadeur justement au Royaume-Uni, c'était entre 2014 et 2017, période Brexit bien sûr, non mais indépendamment de ça, lorsque je visitais des installations militaires britanniques ou que je rencontrais des autorités militaires, y compris le chef d'état-major, et à chaque fois, il disait tout ça, c'est contre la Russie. Donc il y a déjà cette phobie qui concerne la Russie, qui est bien antérieure à la guerre, alors que c'était l'époque de la lutte contre Daesh à laquelle les Britanniques participaient. Maintenant, l'armée britannique, elle a beaucoup de déficiences aussi. Oui. Il y a eu beaucoup de réductions et je pense qu'ils ont besoin de reconstruire cette armée. Et dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux pour justifier cette nécessité que de faire part d'une menace. On le verra tout à l'heure. C'est pareil en ce qui concerne les Américains. Et comme l'a dit tout à l'heure Grégory Phillips, il y a peu de chances ou peu de risques que, effectivement, les Russes décident à un moment de bombarder le Royaume-Uni, comme ça a été fait par les nazis à l'époque. Mais bon, selon la devise, si tu veux la paix, prépare la guerre. De toute façon, on est tous dans une phase où on se prépare pour être dissuasif et pour montrer ce que l'on fait par rapport à la Russie. Alors maintenant, si on écoute ce qui se dit dans la rue en Russie, beaucoup disent « mais vous croyez vraiment qu'on va attaquer les pays occidentaux ?» Ah oui, mais en tout cas... les Britanniques s'y préparent et je voudrais regarder avec vous, Général Trancan, ce plan qui est très précis avec les cibles potentielles de Moscou ou d'un autre ennemi au Royaume-Uni. Et quand on regarde la carte, alors elle est petite, mais on voit, il y a quand même plein de points. En jaune, ce sont les sites nucléaires. Le triangle, je ne trouve plus ma feuille, les triangles, c'est les plateformes gazières et le carré, c'est les pôles militaires. Donc ça veut dire que ce sont, en cas d'attaque, ces sites qui pourraient être visés en priorité. Oui, alors viser, ça dépend ce qu'on appelle par viser. Effectivement, je crois assez peu à des bombardements, je crois beaucoup plus à des attaques cyber. Ça, c'est tout à fait possible, c'est déjà en cours. Au passage, il y en a déjà en cours. Ou à des sabotages, ça peut arriver aussi. Donc, il faut... Pour être dissuasif, il faut vraiment se blinder complètement et montrer qu'on est invulnérable. Dès que vous ouvrez une faille, à ce moment-là, la vulnérabilité va mettre en exergue la force de l'autre. C'est pas qu'il est tellement fort, c'est que vous êtes faible. Vous voyez, c'est la différence à faire. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a besoin de se préparer. On le verra tout à l'heure avec d'autres plans. Je pense un point très important souligné par Sylvie Berman, le problème des ressources humaines. On ne mesure pas assez que notre Europe est en train de mourir, de vieillir. Et les problèmes de recrutement dans l'armée britannique, qui datent en gros des campagnes post-Irak et Afghanistan, qui ont beaucoup marqué l'armée britannique et qui a commencé à perdre beaucoup d'effectifs. Aujourd'hui, vous avez des bataillons britanniques qui sont à 50% de leur effectif. C'est quand même terrible. Comme me disaient mes camarades britanniques, on a plus d'avions que de pilotes à mettre dans le cockpit. C'est un peu ça. Mais ce problème britannique, il est vrai à toute l'Europe. On le verra tout à l'heure en parlant de l'armée française. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher parce que des chiffres donnés par le chef d'état-major de l'armée de terre me disaient en 2030, c'est dans 5 ans, l'armée française, si elle recrute le même pourcentage de citoyens français, ne sera plus en capacité d'aligner les effectifs qu'elle a aujourd'hui. Donc ça, il faut bien le réaliser. Donc il y a besoin de mobiliser tout le monde et de les mobiliser moralement parce qu'on a besoin de recruter plus que le pourcentage qu'on recrute actuellement. Alors, on le disait, les Britanniques ne sont pas les seuls en Europe à se préparer au scénario d'une guerre et d'une attaque directe menée par la Russie. À l'Est, c'est carrément un mur, si l'on peut dire, qui est en train d'être érigé à la frontière avec la Russie. Face à la crainte d'une attaque éclair, les pays baltes veulent être prêts absolument partout et chaque centimètre doit être défendu. En Lituanie, regardons ensemble ces dents de dragon pour entraver la progression des chars ennemis, la construction à la hâte de 1000 bunkers en béton, des dépôts de munitions, des tranchées, des abris de ravitaillement. La Lituanie investit
plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans pour renforcer sa défense, 800 millions pour l'acquisition de mines anti-chars, et elle se lance aussi dans la guerre électronique, évidemment tout le dispositif anti-drone et la surveillance et alerte précoce. Est-ce à la hauteur de l'enjeu? Est-ce qu'il n'y a pas un parfum d'avant-guerre quand on voit ce plan très précis? Non, mais alors pour les pays baltes, je pense que c'est à hauteur de leurs angoisses. Si vous voulez, il faut se rappeler quand même que les pays baltes ont été occupés par l'Union soviétique depuis longtemps, en niant complètement leur identité, en ayant une partie de la population déportée en Sibérie, une partie de la population russe importée dans ces pays baltes. Et donc aujourd'hui, ils disent, d'abord ils ont une frontière commune, pour la Lettonie en particulier, et pour l'Estonie, et donc ils disent, attendez, ils sont là. En plus, notre épaisseur stratégique n'existe pas, c'est tout petit, donc il va falloir se défendre. Je pense que, si vous voulez, il faut qu'on prenne deux caractères historiques en place. Je viens de le décrire pour les pays baltes, l'occupation par les soviétiques. Donc cette peur du soviétique qui va revenir, ça c'est une chose. Pour les Britanniques, et pour nous, globalement, il faut se souvenir quand même qu'il y a 35 ans, on ne faisait pas face à la Russie, on faisait face au pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'Union soviétique plus les pays de l'Est. Ces pays de l'Est, maintenant, ils sont en Europe. Et la Russie cherche d'une façon ou d'une autre à reconstituer l'Union soviétique. Et donc, la masse est moindre, mais les moyens sont différents. Vous parliez des drones tout à l'heure. Je parlais du cyber. Oui. L'alerte précoce, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de déterminer quand un missile va décoller pour prendre les mesures avant qu'il ne soit en l'air. C'est des mesures qu'on n'était pas forcément capable de prendre il y a 35 ans, qu'aujourd'hui on est capable de prendre aujourd'hui. Et le cyber, ce sont des craintes qu'on n'avait pas il y a 30 ans, parce que notre société ne vivait pas autour. Là, c'est pas seulement l'attaque militaire, c'est l'attaque même contre nos sociétés, le cœur de nos sociétés. Bloquer les hôpitaux, l'électricité, les chemins de fer, etc. Les luttes d'influence, les guerres d'influence. Bien, et les guerres d'influence, alors l'information en plus, oui, vous avez raison. Sylvie Bermann. Oui, on comprend effectivement l'angoisse des pays baltes. Alors là, on montre la Lituanie, je crois. Je suis passée de Kaliningrad en Lituanie, où il y avait juste un poste frontière, puisque de l'autre côté, c'est la péninsule de Courland, la maison de Thomas Mann. Beaucoup de Russes s'y rendaient pour faire du tourisme. Beaucoup de Lituaniens venaient à l'époque. Donc on est effectivement aujourd'hui dans un autre monde après la guerre en Ukraine. Et les plus inquiets sont évidemment les pays baltes. C'est la raison pour laquelle, en dehors de cette barrière, il y a aussi un déploiement franco-britannique en Estonie, allemand en Lituanie, parce que c'est dissuasif, non pas parce qu'on arriverait à combattre les Russes s'ils intervenaient, mais parce que si les Russes intervenaient, ils tueraient des Français, des Britanniques ou des Allemands, et ça changerait complètement la donne. Donc c'est une dimension dissuasive très, très importante. Je voudrais ajouter que ces pays ne sont pas seuls. Vous soulignez, Sylvie Bermann soulignait la présence au sol de forces européennes, mais moi je voudrais rappeler qu'il y a 10 jours à peu près, il y a eu un exercice aérien dont on ne parle pas beaucoup et dont les Russes ne parlent absolument pas. Et ça, c'est un indice intéressant. L'exercice aérien qui est parti de Paris, alimenté par des ravitailleurs britanniques, qui est allé bombarder sur un site prévu pour ça, un champ de tir en Finlande, et au retour, qui ont encadré Kaliningrad. C'est-à-dire que les avions, les chasseurs français, sont passés dans la Baltique et sont passés en Lituanie, encadrant Kaliningrad. Ah bah si, les médias russes en parlent, sauf qu'ils disent que c'est une opération de l'Europe pour attaquer la Russie et pour envahir Kaliningrad. Oui, mais c'est quand même Ah bah oui. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on a été capable de le faire et de leur dire, coucou, nous voilà. Si vous voulez bouger, nous on est capable de bouger. Et ça, les Russes, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur démontre. Vous comprenez, quand ils brouillaient à partir de Kaliningrad, il faut le rappeler, un avion du ministre de la Défense britannique qui partait, je crois, de Pologne, et qui est passé au large de Kaliningrad, a été brouillé, son GPS a été brouillé par les Russes. Là, c'est normal. Mais que des avions français viennent au large de Kaliningrad, sans que les Russes puissent les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire, là, ça les embête un peu plus quand même. On parle des pays baltes, on a parlé de la Lituanie. Je voudrais vous montrer ce clip qui est réalisé par l'Estonie et qui montre aussi l'état d'esprit des Estoniens face à la menace russe. Regardez.
Compte tenu de la situation mondiale, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il peut se passer dans 1 an ou 2, et peut-être qu'il nous faudra défendre notre pays tous ensemble. Donc nous devons savoir comment chacun s'entraîne afin de connaître nos procédures communes. Nous, on travaille uniquement avec des gens qui sont l'équivalent de nos réservistes en fait. Et il y a un vrai soutien de la population pour l'armée estonienne et française. Ils sont contents de voir des nouveaux treillis, ils sont contents de nous voir travailler avec eux. Le but dans tout ça, c'est de tirer les meilleurs enseignements possibles pour encore accroître nos capacités de s'entraîner et de combattre ensemble. Grégory Phillips, est-ce que ça veut dire que les pays baltes sont les seuls à avoir compris l'ampleur de la menace russe? Non, mais il y a une expression que vous avez utilisée qui est très importante, c'est l'état d'esprit des populations. Parce que là, c'est en Estonie, et d'ailleurs, notre envoyé spécial Claire Cambi avait ramené des images très spectaculaires à Narva et de ces volontaires estoniens qui s'entraînent, qui s'engagent parce qu'ils sentent cette menace évidemment à proximité et encore plus dans cette région de Narva. En Lituanie, le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, plus d'1 milliard. Oui, tout à fait. Plus d'1 milliard d'euros pour préparer un plan de défense. C'est énorme pour un petit pays comme ça. Je crois que le PIB, c'est 70 milliards. Donc c'est quand même une part très importante de leur PIB qu'on va consacrer à la défense. Et comment on peut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que l'opinion publique, l'état d'esprit des habitants, les gens sont persuadés que oui, il y a une menace. Persuadés que la Russie attaquera un jour ou pas, personne ne le sait, mais persuadés que la menace existe, ils en sont assurés. Et c'est à partir de là, à partir du moment où les opinions publiques ressentent cette inquiétude, qu'évidemment, vous pouvez demander à la population des efforts, que ce soit financiers ou en temps, ou en engagement dans les réserves, par exemple, ou d'autres types d'engagements. Et ils ne sont pas les seuls, je vous le disais, à se préparer à la guerre. Donald Trump fait exploser le budget défense. Alors lui, il pense à la menace chinoise avec un chiffre historique, 1000 milliards de dollars. C'est du jamais vu, une course à l'armement à laquelle aucune puissance n'échappe et qui montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère où le monde prend conscience qu'une guerre peut intervenir à tout moment. Et nous, Français, sommes-nous prêts? Nous posons la question, chiffre à l'appui, au général Trinquant dans un instant. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit ce soir, devant le grand dossier consacré à cette question. Course mondiale à l'armement, un pas vers la guerre. L'Europe, on vous le disait, n'est pas la seule à se préparer. Hommes, armes, Donald Trump fait exploser le budget défense face à la menace chinoise. 1000 milliards de dollars, c'est du jamais vu. Une course à l'armement à laquelle aucune puissance n'échappe et qui montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère. Nous serons en direct dans un instant depuis Washington avec Justine Jankowski et depuis Moscou avec Jérôme Garraud. À tout à l'heure. Et nous, Français, sommes-nous prêts? Faisons-nous les bons choix stratégiques et budgétaires? Nous poserons la question chiffre à l'appui au général Trinquant. Mais d'abord, voici les principaux titres de l'actualité. À la une, la réaction très ferme de la France au plan israélien prévoyant, je cite, de conquérir Gaza. Par la voix de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, Paris reproche à Israël d'être, ce sont ses mots, en infraction manifeste avec le droit international. L'Allemagne s'est fait à un nouveau chancelier. Le conservateur Friedrich Merz a finalement été élu au second tour dans l'après-midi après un échec retentissant lors du premier vote au Bundestag. Il lui avait manqué quelques voix et ce qui devait être qu'une formalité a tourné au cauchemar pendant quelques heures. L'échec est sans précédent dans l'histoire politique allemande. Le nouveau chancelier est attendu à Paris demain pour une visite officielle. À Rome, tous les cardinaux sont arrivés pour le conclave qui aura lieu demain. Ils ont prêté serment et ont commencé à emménager au Vatican où ils résideront jusqu'à l'élection du successeur du pape François. Un événement à suivre en direct sur LCI. L'ensemble de la rédaction sera mobilisé à Paris, mais aussi sur place pour vous faire vivre ce moment
historique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir consacré à cette question. Course mondiale à l'armement, un pas vers la guerre. Avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, Sylvie Bernan, ex-ambassadeur de France en Russie, en Chine et au Royaume-Uni, et Grégory Phillips, rédacteur en chef international pour LCI. Cette course à l'armement à laquelle aucune puissance n'échappe montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère où le monde prend conscience qu'une guerre peut intervenir à tout moment. Et ce n'est pas la démonstration de force de la Russie qui va calmer les inquiétudes. Partons tout de suite à Moscou, retrouver notre correspondant Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. Pour le défilé du 9 mai, vétérans américains, soldats chinois vont défiler aux côtés des Russes. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Oui, Xi Jinping, c'est confirmé, sera bien là. Il doit arriver normalement demain ici à Moscou. On a appris par ailleurs que des troupes chinoises allaient défiler le 9 mai. Alors vous avez différents contingents étrangers qui sont invités à venir à la parade, mais le plus important a été envoyé par Pékin et vous aurez donc 102 soldats chinois de l'armée populaire de libération qui vont fouler ces pavés de la place Rouge. C'est pas quelque chose de totalement inédit. On a déjà vu l'armée chinoise défiler à Moscou en 2015 à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, mais dans la séquence diplomatique qu'on vit depuis plusieurs semaines, le symbole est évidemment très fort. Le Kremlin annonce par ailleurs un entretien privé entre Xi Jinping et Vladimir Poutine qui ensuite partira en voyage officiel à l'automne prochain en Chine. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Vincent Pierrot en direct de Moscou. Lui, c'est la menace chinoise qui l'inquiète. Homme, arme, Donald Trump fait exploser le budget défense. Je vous le disais, face à cette menace de Pékin, 1000 milliards de dollars du jamais vu. Partons justement aux États-Unis, retrouver notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine, c'est un montant colossal que Trump veut consacrer à la défense américaine. Oui, on voit là les priorités de Donald Trump, renforcer justement cette capacité de défense. Alors en réalité, cela fait des années que le budget militaire, il augmente chaque année. Il avait grimpé en 2024, notamment à cause de l'implication croissante des États-Unis dans la guerre en Ukraine et aussi au Moyen-Orient. Cette promesse de budget de Donald Trump, elle doit d'abord être validée par le Congrès. C'est le Congrès qui a les clés de la tirelire, comme on dit ici. Mais en faisant cette promesse, Donald Trump, il a deux objectifs. D'abord, il envoie un message fort aux Américains en disant « Regardez, je vous protège contre les ennemis extérieurs, je renforce aussi la frontière. » Et puis c'est aussi une manière pour lui de dire « Je rends sa grandeur à l'Amérique, je remets les États-Unis sur le plan d'une puissance mondiale. » Dans le fait, le but, c'est aussi d'investir dans de nouveaux équipements. On l'a vu le mois dernier, il a dévoilé un nouvel avion de chasse ultra performant, ultra cher aussi. Il est chiffré à plusieurs centaines de millions de dollars. Vous l'avez dit, le but final, c'est de concentrer les forces en Asie-Pacifique pour lutter contre l'expansion de la Chine. Merci beaucoup Justine Jankowski, notre correspondante à TF1 LCI en direct ce soir de Washington. Général, qu'est-ce que ça dit? Que craint Donald Trump? Donald Trump a peur d'abord d'être dépassé en technologie par les Chinois. Quand on parle de millions de dollars ou de milliards de dollars, on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Là, on parle d'un avion qui coûte plus. Je voudrais juste rappeler que le F-35 coûte 170 millions de dollars. Le Rafale coûte 70 millions de dollars. C'est juste pour faire une balance. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Il y en a un qui coûte quand même 100 millions de dollars de plus. Et l'autre, le F-47, d'après ce que j'ai compris, pourrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de technologie qui vient là-dedans. Et donc la technologie, c'est une clé dans l'avenir pour contrôler des tas de choses, contrôler les réseaux sociaux, le cyber dont on parlait tout à l'heure, la communication, mais aussi contrôler tout simplement les armements. Et il faut rappeler aussi, parce que quand on compare ce qui est comparable, les États-Unis veulent rester une puissance mondiale. Et donc, ils veulent être capables de gérer 2 conflits régionaux en même temps. Je ne connais pas d'autre pays qui veut
gérer 2 conflits régionaux en même temps. Les États-Unis sont un peu uniques dans ce cas-là. Pour donner encore d'autres images, nous avons un porte-avions, ils en ont 11. Voilà, c'est les remarques. Quand mes amis américains, quand j'étais à Norfolk, on attendait le Charles de Gaulle qui a eu une panne d'hélice, et ils m'ont dit si tu veux, on en a une paire dans le port pour toi. Effectivement, il y a, dans le port de Norfolk, il y a 6 porte-avions qui sont attachés à Norfolk. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de la même chose. C'est le gigantisme américain. Mais pourquoi Make America Great Again, c'est surtout faire de l'Amérique le seul leader. C'est ça. Et un leader tellement écrasant qu'on n'osera pas le défier. Donc on investit massivement pour être le seul. Dans ce débat, un éminent expert en système d'armes nous rejoint, Marc Chassilian. Bonsoir, ingénieur, expert en système d'armes, je le disais. Merci d'être avec nous dans le grand dossier en direct. Dites-nous, ces 1000 milliards, ils sont censés aller où? Quelles armes Donald Trump veut acheter en plus pour assurer la sécurité des citoyens américains? Bonsoir à tous. Alors, comme l'a dit fort bien le général, là, c'est que aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation un petit peu inverse de celle qui prévalait il y a 15 ans, où ils avaient une supériorité technologique dans à peu près tous les domaines, que ce soit le domaine aérien, spatial, maritime, sous-marin, etc., etc. La situation commence à s'inverser sur certains systèmes d'armes. Et on a vu, par exemple, il y a quelques semaines de ça, un avion de chasse chinois dit de 6e génération qui a volé et qui a surpris absolument tout le monde. C'est un engin hyper furtif, supersonique, dépourvu de dérive, ce qui réduit considérablement sa signature radar. Et ça, aujourd'hui, les Américains n'ont pas l'équivalent. Ils ont le même genre de réalisation, par exemple, dans le domaine des lasers de forte puissance, dans le domaine des canons électromagnétiques, il y a tout un tas de domaines où aujourd'hui, clairement, les Chinois sont en train de mener la course et ça inquiète beaucoup les Américains. Donc une partie de ce budget va sans doute être consacrée à ce qu'on pourrait appeler un rattrapage dans le domaine de la recherche et du développement, dans un certain nombre de domaines. Et il y a une autre partie du budget qui va être consacrée à l'achat d'armements de nouvelle génération. Et là, je voudrais quand même insister sur un point qu'on rate assez souvent, c'est que les Chinois, avec leur budget supposé de 350 milliards de dollars, font beaucoup plus que les Américains avec un budget de 1000 milliards, tout simplement parce que les matériels chinois coûtent infiniment moins cher. Un soldat chinois, ça coûte 10 000 $ par an. Un soldat américain, ça coûte 50 000 $ par an. Un avion chinois, ça coûte 30 millions de dollars. Un avion américain, ça coûte entre 100 et 150, etc., etc. Dit autrement, avec la même somme d'argent, les Chinois sont capables de produire 3 à 4 fois plus d'armement que les Américains. Et ça se voit à peu près dans tous les domaines. Il y a un rapport du General Accounting Office, qui est l'équivalent de la Cour des comptes aux États-Unis, qui est un rapport totalement alarmiste sur l'état des chantiers navals américains qui sont incapables de soutenir les cadences. Et il y a même le président Trump, dans une de ces saillies dont il nous régale à chaque fois, qui a même dit écoutez, si vous n'êtes pas foutus de faire ça, demandez aux Sud-Coréens parce qu'eux, ils ont des chantiers navals efficaces. Donc, dit, hein. Il faut absolument, quand on regarde et qu'on examine le budget américain, il faut toujours le comparer en termes de pouvoir d'achat par rapport à la Chine et non pas en termes de valeur absolue, parce que le raisonnement sur la valeur absolue ne mène à rien ou mène plutôt à des contre-conclusions. Eh bien justement, Marc Chassilian, vous m'offrez une parfaite introduction, parce que c'est dans ce contexte que l'armée américaine fait sa révolution. Plus d'hommes, moins de gradés. Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la Défense, ordonne une réduction de 20% des effectifs. Le but n'est pas seulement de faire des coupes budgétaires, mais d'être plus efficace, en réponse à ce que vous nous disiez, Marc Chassilian. Écoutons-le. Nous sommes de retour avec une nouvelle mesure du département de défense. On peut l'intituler « Réduction du nombre d'officiers et de généraux ». C'est le titre officiel. Moi, je la résume ainsi. Moins de généraux, plus de soldats. Il y aura 2 phases. À la fin de la première phase, nous procéderons à une réduction d'au moins 20% des effectifs hauts gradés dans notre corps d'armée et une réduction similaire des généraux et hauts gradés au sein de notre garde nationale. La phase 2 amènera une réduction supplémentaire de minimum 10% des effectifs totaux des généraux et états-majors au sein de notre département de défense.
20% des effectifs chez les hauts gradés. Il précise, il ne s'agit pas de faire des coupes à tout va pour sanctionner les officiers hauts gradés. Loin de là, le but est de maximiser l'état de préparation stratégique et l'efficacité opérationnelle de notre armée. Oui. Il y a aussi de la politique. D'accord. Il y a aussi de la politique quand même. Il y a de la politique quand Trump met sur la table ce chiffre de 1000 milliards de dollars parce qu'il est effectivement rond et symbolique et ça permet de dire regardez, grâce à moi on est arrivé à ce cap des 1000 milliards et on devance très largement la Chine et la Russie. Et puis la décision annoncée par Exet de faire le ménage chez les hauts gradés correspond c'est fort possible aussi à des décisions politiques. On a vu que Trump avait limogé plusieurs très hauts responsables militaires dès le début de son deuxième mandat. Et puis, il y a un message aussi à sa base. Vous savez, le peuple américain contre l'élite, etc. Ça rentre aussi dans ce courant de pensée-là. Je ne suis pas sûr qu'en limogeant des généraux 4 étoiles, avec un chiffre qui sort un peu nulle part, 20%, on gagne beaucoup en efficacité, mais ça, le général pourrait me... Ah, mais on va l'entendre dans un instant. Qu'en pensez-vous, Sylvie Berman? Oui, je pense effectivement. D'abord, il y a le symbole avec un chiffre rond, et puis les Américains de tout temps, en fait, quel que soit le président ou le parti, considèrent que le budget des États-Unis doit être supérieur à la somme des budgets de tous les pays au monde. Donc là, c'est effectivement le cas. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de loi de programmation militaire aux États-Unis. On donne un chiffre et puis après, on voit ce qu'on peut en faire. C'est complètement l'inverse de la démarche française. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel qui est très puissant aux États-Unis. Donc tout ça est bien évidemment dans leur intérêt. En ce qui concerne la diminution du nombre de généraux, Donald Trump considère que ce soit les généraux, les diplomates, tous les hauts fonctionnaires, c'est l'État profond. Il n'aime pas beaucoup l'État profond et donc c'est une manière aussi de prendre sa revanche. Alors tout ceci en effet est très politique. Alors la question que l'on se pose avec vous, Général Trinquant, chiffre à l'appui, c'est est-ce que nous, Français, sommes-nous prêts? Est-ce que nous faisons, quand on voit le débat outre-Atlantique, les bons choix stratégiques et les bons choix budgétaires? Alors, on va regarder ensemble sur le total des effectifs. On a les volontaires, les militaires du rang, les officiers, les sous-officiers. Le personnel militaire, ça représente 76% des effectifs, 23% pour le personnel civil. Est-ce qu'on est dans le bon ratio, nous? Alors, d'abord, il faut se souvenir d'où on vient. Oui. Les officiers, par exemple, certains ont été recrutés il y a plus de 30 ans. Vous voyez ? Les militaires du rang, ce sont des contractuels qui font, en moyenne, 7 ans dans l'armée. Et puis, les sous-officiers, pour 60%, ce sont des militaires du rang qui sont devenus sous-officiers. Et donc, quand vous êtes sur un modèle de ressources humaines comme ça, vous ne le transformez pas du jour au lendemain. Je vous donne un exemple. Les officiers, je me souviens, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on leur offrait des primes pour qu'ils quittent l'armée. Pourquoi ? Parce que comme ils étaient, ils avaient un contrat qui pouvait durer longtemps, que je rappelle que les armées françaises étaient avant, vous voyez, on était à près de 400 000 avant. Ah, donc on a beaucoup diminué, mais pour les contractuels, quand ils ont terminé un contrat de 3 ans, ils s'en vont, donc ça tourne rapidement. Pour les officiers, ça tourne beaucoup moins. Donc on leur offre des primes pour partir. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer d'où on vient et la difficulté qui a à changer complètement un système. Aujourd'hui, on est dans le mouvement inverse. On était dans un mouvement descendant. On est dans un mouvement augmentant. Et donc la question est, a-t-on besoin de plus de militaires du rang, plus de sous-officiers ou de plus d'officiers ? Je voudrais juste rappeler qu'on est dans des armées de plus en plus technologiques, on le voit bien actuellement en Ukraine, donc la nécessité d'avoir beaucoup plus de sous-officiers pour gérer les systèmes d'armes, des gens qui ont besoin de formation un peu plus poussée, d'où ces militaires du rang qui deviennent sous-officiers. Et quant aux officiers, alors on va parler rapidement des officiers généraux, parce que j'ai traité un peu de mon cas et des autres cas. Les officiers, quand on est une armée qui travaillent à l'international, vous avez besoin de beaucoup de généraux pour les mettre en place partout. Tous les états-majors ont besoin, vous allez à Tampa, vous allez à Berlin, vous allez à Varsovie, vous avez besoin de mettre en place des gens
partout comme ça, des gens qui sont qualifiés linguistiquement, opérationnellement, qui ont travaillé, qui connaissent les procédures. Et tous ces gens, ça met du temps. Je ne sais plus qui, à un moment, posait la question, pourquoi il n'y a pas plus de femmes générales? Oui. Oui, c'est simple. Les femmes ne sont rentrées dans l'armée comme officiers qu'à partir de 81, 82, 83, je crois. Et il faut 30 ans pour fabriquer un général. Donc, mathématiquement, vous n'y arrivez pas. C'était Madame Alliot-Marie qui posait toujours cette question. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes générales? Donc voilà. Donc, un modèle, ça ne se change pas comme ça. Deux, le modèle que nous avons aujourd'hui réclame paradoxalement plus d'officiers pour travailler sur des matériels plus technologiques et puis pour arriver à, j'allais dire, infiltrer, se placer un peu dans tout le dispositif international dans lequel on est. Alors quand on prend les 3 grands corps d'armée, alors on ne veut pas vous assommer de chiffres ce soir, mais c'est quand même pour avoir une idée du ratio. Alors, le personnel militaire dans la marine nationale, on voit bien la proportion officiers, sous-officiers qui est très importante, militaires du rang et les volontaires. On va regarder évidemment ce qui se passe pour le personnel militaire dans l'armée de l'air et de l'espace. Officiers, pareil, sous-officiers, on est à plus de 22 000, militaires du rang plus de 9 000 et les volontaires. Et dans l'armée de terre, ça c'est votre corps évidemment général, regardez les officiers, alors il y en a beaucoup plus, les sous-officiers, plus de 38 000, les militaires du rang, on est à plus de 58 000 et les volontaires, 379. Est-ce que là, le ratio, il est bon pour la tâche qu'on a à remplir? Alors, premier point, les comparaisons entre terre, air, mer. Vous avez bien vu, mer et air, beaucoup plus de sous-officiers. Pourquoi? Oui. Beaucoup de technologie, beaucoup d'armement. Sur une frégate, vous avez des tas de systèmes d'armes là-dessus, et donc besoin de beaucoup de sous-officiers qui sont vraiment expérimentés dans les systèmes. Pour l'armée de terre, il faut voir que quand on déploie, je reviens toujours au déploiement qu'on fait partout, en fait, c'est l'armée de terre qui paye. Dans les systèmes d'armes air et mer, ils utilisent leur système d'armes et au niveau de ce qu'on appelle l'interarmée, vous avez beaucoup moins de marins et d'aviateurs que de terriens. Et donc, dans l'interarmée, vous avez beaucoup de terriens, mais qui servent non pas comme terriens, mais comme interarmée. Et quand dans les dispositifs internationaux, vous avez également beaucoup de terriens qui servent. Donc, ce qui explique cette... Si vous voulez, je vais vous donner un exemple très concret. Actuellement, en Roumanie, on déploie une brigade. On doit être capable de déployer une division. Et dans le cadre de la réorganisation de ce qui est en train de se mettre dans le cadre de l'Union européenne, la France souhaiterait être nation cadre pour un corps d'armée. Et bien ce corps d'armée, il va être armé par des officiers de l'armée de terre. Donc on doit disposer de ces qualifications-là pour pouvoir les mettre... Vous savez, moi, quand j'étais dans l'armée, il m'est arrivé de déployer en 24 heures et de rester 6 mois en opération. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'un terrien qui connaissait bien l'OTAN, qui parlait anglais et qui était capable de se déployer tout de suite. Et donc, vous avez ces gens qui sont prêts et qui peuvent être déployés à tout moment. Merci Général. On poursuit ce débat avec Marc Chassilian. À l'aune de ces chiffres, vous qui êtes expert en système d'armes et ingénieur, est-ce que la France est préparée pour la guerre de demain, presque au sens propre du terme? Alors il me faudrait 2 heures pour répondre à la question, donc je vais essayer de faire ça en 3 minutes. Alors le premier point, je reste sur la notion d'effectif, là, parce qu'elle est absolument essentielle. Il faut savoir que l'année dernière, le ministère de la Défense a, entre guillemets, rendu 5000 postes. C'est-à-dire qu'il y a des postes ouverts d'un point de vue budgétaire et ces postes n'ont pas été satisfaits par le recrutement. En 2024. Alors, le recrutement ou les départs trop nombreux par rapport au recrutement trop faible. Donc déjà, si vous voulez, nos armées sont en sous-effectif malgré la présence de budgets qui sont là pour payer les gens. Voilà. À titre d'exemple, l'armée de l'air a dit très récemment qu'il leur manquait 1000 sous-officiers pour la maintenance des avions. C'est absolument considérable, absolument considérable. Donc ça, c'est le point des effectifs. Les effectifs sont aujourd'hui le facteur limitant de la taille de nos armées. J'allais dire, à la limite, c'est presque facile d'appuyer sur un bouton en mettant de l'argent et de fabriquer des chars, des canons, des avions, des hélicoptères et des bateaux. Le problème, c'est qu'on n'aura personne à mettre dedans si le modèle aujourd'hui d'armée professionnelle n'est pas fondamentalement changé.
Donc, et malgré les renforts que d'éventuelles réserves pourraient amener. Donc ça, il faut bien le comprendre. Marc Chassilian, comment ça changer le modèle ? Alors, c'est tout le débat qui a été un peu entrouvert sur le retour d'un service que je ne sais pas comment qualifier d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est national, civil, militaire, enfin bref, un service de l'État qui ferait ce que moi j'ai fait parce que je suis suffisamment vieux pour avoir fait mon service militaire. C'est un service militaire un peu déguisé, alors qu'il soit 3 mois, 6 mois ou 1 an. De toute façon, aujourd'hui, la taille de nos armées n'est pas limitée par les matériels qu'elles peuvent commander, elle est limitée par les effectifs qui sont budgétés. Ça, c'est totalement factuel. Alors après, pour répondre à votre question, est-ce que nos armées sont capables de répondre à une guerre du futur? Moi, je ne sais pas ce qu'est la guerre du futur. Tout à fait entre nous. Alors, il y a tout un tas de gens qui phosphorent sur le sujet. Comme on dit, il y a du jus de crâne sur le domaine. Pour savoir si c'est une guerre qui se fera uniquement dans l'espace cyber, dans le spatial, dans le domaine sous-marin, à la surface de l'eau, dans les airs ou sur la Terre. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas bien répondre à cette question de manière précise. Ou alors, il faudrait 2 heures. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que l'on peut dire de manière à peu près factuelle et objective, c'est que nos forces armées françaises sont parmi les mieux préparées en Europe pour faire face à quelque chose. Bon, quelque chose, je ne sais pas le définir. Si vous écoutez les déclarations récentes du chef d'état-major de l'armée italienne, il décrit son armée comme dans un état apocalyptique. Il dit par exemple que uniquement 30% des matériels fonctionnent et qu'il lui manque 20 000 soldats. Vous avez le même genre de déclaration par le chef d'état-major de l'armée britannique, qui dit qu'aujourd'hui, l'armée britannique, elle est totalement incapable d'entreprendre une action d'envergure. L'armée allemande, j'en parle même pas. C'est sans doute parmi la pseudo-grosse armée en Europe, celle qui est la plus fragile et en tout cas la moins bien préparée à quoi que ce soit. Donc, quand on vous écoute, elle sort un peu du lot, mais dans les limites de sa taille. On sort un peu du lot. Mais Général Trinquant, quand on vous écoute, on se demande comment on a pu imaginer qu'on allait avoir une force européenne de dissuasion, vu tout ce qui nous manque. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marc Chassilian. La clé, ce sont les effectifs. Et c'est un problème global à toute l'Europe, dû à plusieurs choses. D'abord, pendant 30 ans, on s'est désarmé. Moi, tous les régiments dans lesquels j'ai servi ont tous été dissous. C'est assez simple. Donc, et c'est pas vous qui portez la force. Non, mais je crois que c'est une généralité. Tout le monde. Donc, on s'est désarmé complètement. Deuxièmement, on a un problème démographique majeur. Et donc, on n'arrive pas. Aujourd'hui, on vous dit, mais la France, vous savez, au moment où on a fait le dernier LPM, l'armée de terre en particulier critiquait en disant, mais on n'est pas passé parce qu'on devrait avoir 4 divisions ou je ne sais pas quoi. Pas l'armée de terre, elle ne le disait pas, mais certains le disaient. Eh bien, on disait, mais c'est très bien, on va pouvoir avoir plus de chars, mais on n'aura pas d'équipage à mettre dedans. Ouais. Tout simplement. Donc, on a ce double problème. On s'est désarmé, on sait d'où on vient. Donc, c'est compliqué à remonter. Deuxième point, on a un problème démographique certain. Et le troisième point, et raison de le souligner, pourquoi faire? Alors, vous savez que dans l'armée de terre, il y a un commandement du combat futur. Oui. D'ailleurs, un commandement qui travaille là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que le combat futur, qu'est-ce que c'est que le combat sur le front de l'Est, Et puis, deuxième point, la protection du territoire. Et là, on peut parler des réserves qui vont augmenter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On ne manque pas de volontaires pour rentrer dans la réserve. C'est le parfait teasing. Vous avez fait votre service militaire, vous, Grégory? Oui, je suis pas aussi assez vieux pour l'avoir fait dans la gendarmerie à l'époque. Ah, très bien. Et juste un mot pour rebondir sur ce que disait le général, pour citer notre maître à tous, Jean-Dominique Merchet, l'armée française est une armée bonsaï, qui a toutes ses branches, toutes ses feuillets, etc., qui a toutes les spécialités, qui est bien perfectionnée, qui est bien dimensionnée, mais qui est toute petite. On va poursuivre ce débat dans un instant et permettez-moi de remercier Marc Chassilian d'avoir été avec nous. Justement, demain, tous sous les drapeaux, les militaires, les réservistes, la question se pose à l'heure du réarmement mondial et de cet appel à un service militaire qui serait aussi civil. Le scénario est avancé sur TF1 par Clément Beaune. Une stratégie qui serait moins coûteuse et moins lourde pour nos armées. A-t-il dit, à tort ou à raison? C'est ce que nous verrons. À tout de suite.
Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Dans cette course mondiale à l'armement, est-ce un pas vers la guerre? Et en France, militaires réservistes, demain, tous sous les drapeaux en France. La question se pose à l'heure du réarmement mondial dont je vous parlais et de cet appel à un service civil et militaire. Un scénario avancé par Clément Beaune, haut commissaire au plan. À tort ou à raison, c'est ce que nous verrons. Mais d'abord, il y a un chiffre qui illustre la vague de vocations dans l'armée française. 12 000 Français qui ont postulé depuis le début de l'année après l'appel du chef de l'État. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Alors Jordan, on voit que les Français et Françaises ont répondu à l'appel, mais un tel afflux de candidatures pose de nombreuses questions, notamment celle des moyens pour les accueillir. Oui, puisque selon les derniers chiffres officiels, on ne compte pas moins de 45 000 réservistes. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, vous l'avez dit, il y a un vrai afflux de candidatures. Vous le voyez, 17 000 candidatures en 2024. On est déjà à 12 000 candidatures en seulement 3 mois depuis janvier 2025. Donc l'engouement se confirme. Problème, on en a parlé, l'armée n'est pas forcément dimensionnée ou en tout cas prête pour accueillir autant de monde. Alors c'est vrai, le Premier ministre François Bayrou avait annoncé un effort de 3 milliards d'euros pour la défense dans le budget de l'État, mais cela ne devrait pas suffire car personne n'avait vraiment anticipé cette arrivée massive de candidatures et les réservistes, vous en doutez, ça ne rime pas forcément avec gratuité puisque chaque réserviste est payé évidemment au jour d'activité entre environ 60 et 200 euros. Et puis, il faut les accueillir. Il y a une véritable problématique de place. Il faut faire donc un peu plus d'efforts pour trouver des endroits, en tout cas des bases militaires qui puissent être un petit peu extensible, on va le dire comme ça. Et je crois que Grégory Phillips, lui, il réclame 500 euros par jour minimum. Il ne dit pas ce que je le vaux bien. Alors, plus sérieusement, Jordan, qui sont ceux et celles qui veulent garnir les rangs de l'armée? Alors, il y a des hommes, des femmes, évidemment, âgés de 17 à 72 ans. Chaque année, ils dédient, vous le voyez, entre 5 et 120 jours par année civile, donc issus pour la plupart de la société civile, c'est important de le rappeler, même s'ils ont reçu une formation militaire de base, de la théorie, mais aussi de la pratique. On y apprend par exemple à tirer. Les réservistes, vous en avez peut-être déjà vu d'ailleurs dans les rues de vos villes, car ils peuvent apporter un renfort temporaire aux forces armées. C'était le cas par exemple, je ne sais pas si vous en rappelez, mais pendant les Jeux Olympiques de Paris ou lors des missions Sentinelle, ils sont donc, vous l'aurez compris, mobilisables en cas de conflit armé. Merci beaucoup, Jordan. Général, on voit que la guerre suscite des vocations, mais l'armée française est-elle prête à toutes les accueillir? Alors, la difficulté, ce sont les moyens. Vous le soulignez tout à l'heure, vous soulignez que 3 milliards c'était dans la loi de programmation militaire, c'était prévu, augmentation de 3 milliards par an. Sauf que la rubrique réserviste n'avait pas été vraiment prévue comme ça. Oui. Et donc, c'est des problèmes de moyens, de redistribution de l'argent, de façon à pouvoir les payer, bien sûr, quand ils viennent, les administrer, parce qu'il y a un embouteillage, là, en fait, de réservistes. Ensuite, les affecter quelque part et les entraîner. Et tout ça, ça réclame des moyens. Et on est en train de monter en puissance. Alors moi, les derniers échos que j'ai eus, c'est que les choses sont en train de se régler. Actuellement, je rappelle qu'on était à 45 000, on doit atteindre 80 000. Donc, ça grimpe sérieusement. Et le dernier point, c'est bien sûr, à quoi ça sert ? Globalement, on revient à une discussion qui n'est pas encore complètement figée, de ce qu'on appelait autrefois la défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire, on envoie les 2 divisions blindées qu'on aurait pour aller combattre, s'il y en a besoin, aux franges est de l'Europe. Et en revanche, on a besoin de protéger nos sites sensibles et on a besoin de gens entraînés, préparés et qui savent le faire. C'est ce que faisait l'armée à l'époque où il y avait le service militaire, où il y avait une partie qui partait et une partie qui restait à garder les infrastructures françaises. Donc c'est exactement ce qui doit être fait. On est en train de revoir tous ces dossiers-là. On redécouvre au passage des choses qu'on avait oubliées. La mobilisation, c'était quelque chose qu'on savait faire, mais dans des
chiffre bien inférieur. On est 80 000, c'est quand même bien inférieur à ce qu'on mobilisait avant les années 90. Mais la clé, c'est comme d'habitude, ce sont les finances et l'équipement qui doivent être fournis pour ces réservistes. Sylvie Bermann. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est évidente, que c'est la fin des dividendes de la paix et que finalement, beaucoup, des jeunes en particulier, plus les réservistes sont prêts à s'engager. C'est ce qu'on appelle l'esprit de défense qui doit effectivement être encouragé. C'est ce que fait d'ailleurs l'Institut des hautes études de défense nationale. Et ça intéresse beaucoup plus qu'autrefois. Après, ce sont effectivement les modalités, service entièrement militaire, entièrement civique, mais les Français finalement s'étaient prononcés en faveur d'un service militaire. Sauf que du point de vue des armées, ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a plus les casernes, financièrement ce n'est pas possible. Donc il faut effectivement trouver un autre système. Grégory Phillips. Je crois qu'il y a une dizaine de pays en Europe, au sein de l'Union européenne, où le service militaire reste obligatoire ou est redevenu obligatoire. On a vu qu'il y avait le débat chez nos voisins allemands il y a quelques mois. Et ce n'est pas une surprise. Où est-ce que le service militaire est redevenu obligatoire, évidemment, et ça reboucle un peu avec le début de notre émission, évidemment dans les pays de l'Est. Pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Suède, Croatie aussi, et puis Grèce pour une autre raison, avec la proximité de la Turquie. Mais cette prise de conscience existe aussi en Europe, dans pas mal de populations. C'est dans ce contexte, justement, je vous le disais, qu'intervient cet appel à un service civil et militaire. L'option a été avancée sur TF1 hier par Clément Beaune, haut commissaire au plan. Écoutons-le. Personnellement, je pense qu'une option qui serait hybride, à la fois civile et militaire, où par exemple on ferait un choix entre un service civil ou un service militaire de quelques mois, ou un service civique et puis éventuellement un complément militaire, c'est quelque chose de moins coûteux, de moins lourd pour nos armées, parce qu'il ne faut pas aussi déstructurer nos armées, ce serait contre-productif, mais qui pourrait créer un creuset commun, un moment d'engagement commun. Est-ce que cette option hybride proposée par Clément Beaune, elle a du sens ? Écoutez, c'est la continuation en fait de ce qui avait été initié par le président de la République en 2017, qui s'appelait le service national universel. Il faut se rappeler que ça touchait directement ce qu'on appelle les forces morales. Une classe d'âge en France, c'est 750 000 jeunes, filles et garçons. 750 000 jeunes qui sont regroupés pendant 15 jours, un mois, ça c'est à définir, pour arriver à les regrouper. Je disais toujours que quand le 9-3 rencontre le 16e, on n'a pas perdu son temps. C'est quand même la mixité sociale. Et puis, arriver à mobiliser. Et l'engouement pour la réserve montre qu'on n'a pas besoin de pousser beaucoup les jeunes pour qu'ils se mobilisent là-dessus. Ensuite, une classe de 800 000, enfin 700 000 ou 800 000, on n'en a pas besoin dans l'armée. Et ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on sort les 80 000, c'est quoi ? C'est 10% de ça, qui, eux, vont pouvoir prendre la réserve, plus ceux qui vont s'engager parce qu'ils vont vouloir vraiment partir pour longtemps. Je rappelle que la réserve, ce sont des civils qui ont un job civil et qui passent des vacances ou des week-ends à faire de la formation militaire ou des missions. Donc, 10% à peu près de ces gens qui auraient été mobilisés moralement rejoindraient la réserve, d'autres rejoindraient l'armée, d'autres la police, les pompiers. Enfin, il y a plein de façons de servir son pays. Mais je crois que tant qu'on ne met pas ça en place, on va avoir une perte de substance, on va avoir des jeunes qui ont envie de servir leur pays et qui ne sauront pas comment le faire. Or, par ce biais-là, on peut leur indiquer comment faire. Je voyais réagir. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Simplement, je pensais à ce qui se passait dans les ambassades autrefois. Pour les communautés françaises à l'étranger, il y avait une journée défense. Et pour des raisons financières, on l'a supprimée. Alors que ça intéressait effectivement beaucoup les jeunes à ce moment-là. Donc on revient à ça, c'était bien avant la guerre, et je pense que c'est tout à fait positif. Vous pensez aussi, brigadier chef Philippe ? Écoutez, pour évoquer quelques souvenirs personnels, oui, vous consacrez, à l'époque, 10 mois de votre temps à travailler, dans mon cas personnel, pour la gendarmerie nationale. D'abord, j'y ai appris plein de choses. J'y ai rencontré des amis. J'y ai rencontré des gens qui n'appartenaient pas au même milieu social que moi. Et avec, au bout de 10 mois, l'impression d'avoir été
utiles et citoyens, ce qui est un sentiment assez intéressant, surtout dans les temps troublés qu'on vit actuellement. Une belle séquence émotion que nous a offert le brigadier chef Phillips. Merci Sylvie Berman, merci Général Trinquant.